Ici. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des anesthésiques locaux en rhumatologie et je vais commencer tout d'abord par un cas clinique. C'est une patiente qui m'a été adressée, qui est âgée de 72 ans et qui consulte pour une lambeau sciatique claudicante évoluant depuis un an, qui était secondaire à un canal lombaire rétréci. Donc, avec une limitation du périmètre de marche à 20 mètres. Donc, dans les antécédents, elle avait un diabète qui était mal équilibré, un ulcère gastrique il y a 2 ans qui était traité. Et son médecin donc me l'envoie, il l'a déjà mis sous traitement antalgique. Elle a eu une rééducation des lordeuses, mais sans aucune amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer pour notre patiente? Des anti-inflammatoires non stéroïdiens, une corticothérapie par voie générale, des infiltrations épidurales de corticoïdes, une chirurgie à type de laminectomie, ou bien des antiépileptiques type prégabaline. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ma patiente? D'accord, donc 2, 3 et 4. Donc effectivement, qui est d'accord? Oui, effectivement. Donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on sait que vraiment c'est une courte durée. En plus, c'est une patiente qui est âgée avec facteur de risque gastrique, l'âge et puis les antécédents d'ulcères. Une corticothérapie par voie générale qui pourrait améliorer, c'est vrai, les symptômes radiculaires de courte durée, mais ma patiente a un diabète déséquilibré. En plus, depuis que son périmètre de marche est limité. Des infiltrations épidurales de corticoïdes, pourquoi pas? Oui, mais c'est vrai qu'en Tunisie, il n'y a plus d'Altime et l'hydrocortencil n'existe qu'en France. Donc, je ne sais pas pour vous au Maroc, mais on n'a pas de produit. Voilà, il faut que la patiente, c'est vrai, ramène le produit de l'étranger. Donc, une chirurgie à type de laminectomie possible aussi. La patiente, c'est vrai qu'elle est réticente, elle n'est pas très, elle a peur en fait de la chirurgie du rachis. Et puis les antiépileptiques type prégabaline, bon, les études ne sont pas en faveur en fait de leur efficacité au cours du canal lombaire rétréci. Et donc, en fait, en essayant de faire une recherche bibliographique, je suis tombée en fait sur une revue systématique de la littérature qui me parlait des anesthésiques locaux. Donc, essayer les anesthésiques locaux en temps en fait d'infiltration épidurale. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser aux anesthésiques locaux dans ce cas-là, et puis en rhumatologie, en pathologie ostéo-articulaire. Donc, pour introduire, on sait que les anesthésiques locaux sont largement prescrits, donc en chirurgie dentaire, en dermatologie, en anesthésie-réanimation, en post-opératoire. Il y a plusieurs indications en pathologie ostéo-articulaire. Donc, les plus communément connus, c'est essentiellement avant un geste d'infiltration réputé douloureux, par exemple avant une trituration d'une calcification ou bien avant une arthrodistension de l'épaule. Leur action est essentiellement analgésique, c'est-à-dire qu'ils vont stopper la douleur de façon transitoire et réversible. Ils sont pourvus de peu d'effets secondaires dont on va parler. Et puis, depuis plusieurs années, plusieurs articles parlent du risque de chondrotoxicité. Donc, il faut prendre en compte et on va en parler. Donc, avant que je continue, est-ce que parmi vous, il y a certains qui utilisent de façon courante les anesthésiques locaux dans leur pratique quotidienne? Oui, vous pouvez? Voilà. Comme anesthésie, voilà. Toujours comme un geste? Non, en général. En général, voilà. D'accord. Donc, c'est quel produit généralement? La xylocaïne. D'accord, tout à fait. Donc, la définition, en fait, de l'infiltration des anesthésiques locaux, c'est une infiltration dans un espace sous-cutané, musculo-névrotique, aussi dans une bourse séreuse, on va en parler, ou intra-articulaire d'anesthésique locale. Et c'est complètement différent du bloc nerveux. Quand on parle du bloc nerveux, c'est-à-dire l'anesthésie loco-régionale, c'est qu'on va infiltrer en périnerveux pour anesthésier la zone qui est innervée par ce nerf. Et c'est fréquemment utilisé en anesthésie réanimation, en fait, pour éviter l'anesthésie générale et bien sûr ces différentes complications. L'intérêt de cette infiltration des anesthésiques locaux, c'est que ça nécessite moins de repères anatomiques. On n'est pas obligé de vérifier qu'on est en périnerveux parce que bien sûr il y a les risques donc de lésions nerveuses. Et puis il y a une plus de diffusion en fait de l'anesthésique locale au niveau périarticulaire. Quel est le mécanisme d'action des anesthésiques locaux? C'est essentiellement inhiber la perméabilité des fibres nerveuses aux ions sodium. Donc, ils vont bloquer en fait les canaux sodium
et stopper les potentiels d'action cellulaire des neurones nociceptifs. Et bien sûr, ça va être, en fait, ça va traduire en fait un blocage réversible du signal nerveux. Donc là, c'est la fibre nerveuse avec donc un traumatisme ou bien une chaleur, le potentiel d'action, les canaux sodium qui vont libérer donc le sodium avec donc le potentiel d'action. Et les anesthésiques locaux, ils vont inhiber de façon réversible en fait ces canaux sodium. Quels sont les principaux anesthésiques locaux qui ont là même pour les infiltrations? Donc le plus connu, c'est la lidocaïne, donc la xylocaïne. Donc avec un délai d'action, vous voyez, de 1 à 4 minutes, une durée d'action de 1 à 4 minutes. Et puis il y a d'autres produits, c'est vrai qu'on n'utilise pas de façon fréquente, mais c'est surtout les orthopédistes et puis les anesthésistes réanimateurs. C'est essentiellement la bupivacaïne, donc avec une durée d'action beaucoup plus importante, la rovipacaïne et puis la mépivacaïne qui sont utilisées avec une durée d'action beaucoup plus importante. Donc, à votre avis, quelles sont les règles à prendre en fait avant une infiltration d'anesthésie locale? Alors, bien sûr, pratiquer une asepsie rigoureuse, aspirer pour être sûr qu'on n'est pas en intravasculaire, vérifier les antécédents du patient, notion d'allergie, oui, ne faire l'infiltration que sous échographie. Exactement, tout à fait, toutes les propositions sont vraies. En fait, c'est les 3 premières. Alors, pratiquer l'asepsie rigoureuse, c'est comme toute infiltration, comme tout geste, en fait. Alors, aspirer pour être sûr qu'on n'est pas dans un vaisseau, c'est ça le grand risque des anesthésiques locaux. C'est la diffusion systémique, intravasculaire. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un risque de passage systémique, et puis le risque, en fait, c'est les effets secondaires, essentiellement les troubles cardiovasculaires et les troubles neurologiques. Donc, dans cette revue systématique de la littérature qui a essayé de voir la toxicité des anesthésiques locaux, c'était essentiellement c'est bon. Donc, c'était essentiellement les troubles cardiovasculaires, donc à type d'arythmie, de conduction, d'arrêt cardiaque, de bradycardie ou d'hypotension, et puis les troubles neurologiques à type de convulsion, d'agitation et de troubles de la conscience. Donc, une des précautions à prendre avant d'infiltrer un anesthésique local, c'est d'aspirer pour être sûr qu'on n'est pas en intravasculaire. Et puis, le deuxième risque, en fait, c'est le risque d'allergie, mais ça, c'est essentiellement dans les formes adrénalinées avec les sulfites, donc comme la xylocaline adrénaline. Donc, il faut faire attention. Oui, mais qui sont beaucoup plus faibles, en fait. C'est les sulfites, en fait, qui sont pourvoyeurs d'allergie. Donc, les indications qu'on connaît, on va les voir, en fait. Donc, avant une infiltration, ça, on l'a vu. Donc, quand on voit la revue de la littérature, il y a des indications en intra-articulaire, en périarticulaire, le test anesthésique, ça, on le connaît, en post-opératoire, et puis en milieu sportif, surtout les lésions tendineuses, pour essayer d'avoir une anesthésie chez le grand sportif. Donc, je vais commencer par donc, la pathologie tendineuse, la pathologie de l'épaule. Donc, cet article qui a essayé de voir l'intérêt des anesthésiques locaux associés aux corticoïdes dans le conflit sous-acromial. Donc, c'était 238 épaules, des patients qui avaient des symptômes depuis plus d'1 mois, avec des signes de conflit positifs, et les patients ont bénéficié d'une injection de xylocaïne et avec du diprostène à 1 à 2 injections sous-acromiales, avec une rééducation pendant 4 semaines. Et donc, ce qu'on voit, donc avant l'injection, donc les amplitudes articulaires, après l'injection, il y avait un gain donc, de la mobilité articulaire. Et quand on voit en fait le score de Constant, qui est un score qui va voir la douleur, la mobilité articulaire et puis les activités, on voit très bien qu'avant l'infiltration, le score de Constant était bas. Après l'infiltration, donc, le score augmentait avec donc un P significatif. Et à 4 semaines, 216 épaules, donc 91% de satisfaction, et 1 an, donc 88% étaient satisfaits, et une chirurgie qui était recommandée que pour 22 épaules. Donc ça, on le sait, le fait d'infiltrer un corticoïde avec anesthésique locale va améliorer nos patients. La question qui se pose, est-ce que la lidocaïne va augmenter, en fait, va potentialiser en fait, l'effet des corticoïdes en périarticulaire?
Donc, c'est ce que cet article a essayé de répondre en fait à cette question. Donc, c'était toujours l'impingement syndrome. Il y avait une bursite qui était confirmée à l'échographie et ou à l'IRM. Le groupe 1 bénéficiait d'1 millilitre de lidocaïne dans la bourse sous-acromiale, puis 1 millilitre, donc de 40 mg de triamcinolone. Le groupe 2 avait juste des corticoïdes. Et l'évaluation était faite à 3 semaines et à 3 mois. Donc ça, c'est le flowchart avec donc les deux groupes, lidocaïne seule et lidocaïne avec corticoïdes. Et ce qu'on voit, en fait, c'est pour l'EVA douleur, donc avant l'injection, c'était des EVA avec des groupes, en fait, des EVA comparables dans les deux groupes. À 3 semaines, mais aussi à 3 mois, il y avait une différence significative, en fait, dans le groupe lidocaïne corticoïde versus corticoïde tout seul. Donc, en fait, les anesthésiques locaux ont potentialisé dans cette étude, en fait, l'effet des corticoïdes. Et en plus, cet effet durait à 3 semaines, mais aussi à 3 mois. Donc, les auteurs se sont posé la question, comment on pouvait expliquer cela? Surtout qu'on a vu que la durée d'action, en fait, de la xylocaïne était de 1 à 4 minutes. Et c'est vrai qu'on peut se dire que ça peut durer 1, 2, 3 jours. Ils se sont dit que cet effet, donc la xylocaïne améliorait initialement, en fait, la douleur pour faciliter la rééducation, en fait, post-infiltration. Et donc, la rééducation était beaucoup plus facile à faire et les amplitudes articulaires étaient beaucoup plus facilement. Donc, il y avait un gain d'amplitude articulaire par rapport aux deux groupes. Et toujours, les patients, de façon subjective, se disaient qu'il y avait une très bonne amélioration dans le groupe lidocaïne versus groupe corticoïde seul et une amélioration partielle, 53 versus 24. Donc, toujours de façon significative, groupe lidocaïne versus groupe corticoïde tout seul. La lidocaïne toute seule? Non, la lidocaïne avec corticoïde, donc je reviens. Voilà, exactement. En fait, c'est la lidocaïne qui améliore, en fait, qui potentialise et améliore l'effet des corticoïdes. Voilà. Ce n'est pas un effet analgésique pur pendant les quelques jours, juste, en fait, après l'infiltration. Donc ça, c'est une étude, en fait, donc toujours dans la pathologie de l'Apple. Là, c'est une étude qui a essayé de voir est-ce qu'il y avait un effet analgésique de la xylocaïne après trituration d'une calcification donc tendineuse de l'épaule. Donc, c'était une tendinite calcifiante avec une douleur qui évoluait quand même depuis 6 mois. 3 groupes, donc xylocaïne toute seule, xylocaïne plus corticoïde, et puis il y avait un groupe contrôle. Et les patients ont bénéficié d'une trituration, aspiration de la calcification, puis injection sous écho de la bourse sous-deltoïdienne avec une évaluation de l'EVA douleur et un contrôle échographique J15 à mois et à 3 mois. Donc ça, en fait, c'était les 3 groupes, donc xylocaïne toute seule, xylocaïne corticoïde, et bien un groupe contrôle qui n'a rien reçu. Et ce qu'on voit, c'est que dans le groupe xylocaïne corticoïde, à 1 jour après donc l'infiltration et la trituration, par rapport au groupe contrôle, bien sûr, il y avait une diminution de l'EVA douleur, en fait. Mais ça, c'était attendu, puisque dans le groupe xylocaïne, la xylocaïne donnait un effet rapide, analgésique, par rapport au groupe contrôle qui n'avait rien reçu et qui avait toujours, bien sûr, mal. Mais quand on suivait nos patients à 1 mois et à 3 mois, donc post-traitement, on avait remarqué que les 3 groupes étaient comparables, mais il y avait une différence significative en faveur du groupe xylocaïne tout seul à 3 mois de traitement par rapport au groupe xylocaïne corticoïde et au groupe contrôle. Toujours donc, dans la pathologie de l'épaule, quel intérêt des anesthésiques locaux avant une physiothérapie pour une capsulite rétractile? Toujours donc essai contrôlé, c'est une étude prospective randomisée. C'était des patients qui avaient une capsulite rétractile avec une diminution de 50% de la mobilité active et passive, avec une douleur supérieure à 3 mois. Les uns avaient juste une physiothérapie, donc un traitement rééducatif simplement. Et puis, les auteurs ont proposé une injection de 3 ml de lidocaïne en intra-articulaire avant chaque séance. Quand même, avant chaque séance, infiltrer un intra-articulaire, il faut le faire. Donc, entre 1 et 2 injections par semaine, et au total, on ne pouvait pas, bien sûr, dépasser 10 injections. Voilà, c'était quand même osé. Voilà.
très osé avec le risque. Oui, voilà, ils ont mis quand même la barre à 10, quoique quand même le nombre est assez important. Et ce qu'on voit en fait, c'est que par rapport en fait donc au groupe physiothérapie toute seule qui était en noir versus donc en gris le groupe injection de lidocaïne intra-articulaire, il y avait un gain de la flexion et de la rotation externe à 4 et 5 mois en fait après donc les injections de corticoïdes, après la physiothérapie. Et en fait, il y avait une différence significative, surtout dans les scores SF36 et dans les scores SPAD qui regroupaient en fait douleur et malaise ou sensations désagréables. Donc là, bien sûr, les limites de cette étude et ce qu'on peut en fait dire, c'est que quand même un nombre important d'injections, pas plus que 10 injections, quand même 10 c'est déjà beaucoup en intra-articulaire. Et puis surtout, il n'y avait pas de... Pardon. Oui. Il n'y avait pas de groupe contrôle avec une injection placebo. Et là, c'est ce qu'on peut aussi, parce que le groupe contrôle, il y avait juste en fait donc une physiothérapie toute seule. Et le fait que le patient ait une injection, c'est quand même important. Ça a quand même un pourcentage dans le groupe placebo. Et puis la chondrotoxicité, on va en parler. Donc ça, quand même, c'est pas négligeable chez les patients qui ont des infiltrations intra-articulaires d'anesthésiques locaux. Donc là, vous avez vu que pour la pathologie de l'Apple, il y a eu plusieurs articles et la plupart, quand même, parlent d'un effet positif. On pourrait utiliser ces anesthésiques locaux quand on est parfois limité dans notre arsenal thérapeutique, quand on a des allergies, par exemple, ou que les corticoïdes ne sont pas disponibles, ou avant une rééducation. C'est toujours possible, en fait, d'infiltrer les anesthésiques locaux et il y a un effet qui ne persiste pas qu'une ou 2 journées, mais qui est quand même persistant pendant 3 et même 6 semaines. Et on va en parler. Donc là, je passe à l'épicondylite réfractaire. Donc ces auteurs ont essayé de comparer la bupivacaïne, qui est un deuxième anesthésique local, versus les injections en fait de PRP. Ouais. Donc l'épicondylite, c'était 230 patients quand même qui ont été suivis pendant 5 ans dans 12 centres. C'est des doubles aveugles, prospectives randomisées quand même. C'était des épicondylites rebelles, avec une évolution de plus de 3 mois, avec une EVA douleur quand même importante, et qui ont eu au moins un traitement conventionnel, soit infiltration de corticoïdes et ou physiothérapie. Et ils ont comparé PRP versus bupivacaïne. Et ce qui ressort, c'est que... Pardon. Oui. En péritendineux. En péritendineux. Et ce qui ressort, c'est que il y avait, donc ça, c'est le groupe en fait PRP versus groupe contrôle bupivacaïne, donc anesthésique locale, et il y avait donc une augmentation en fait de l'amélioration de l'EVA douleur dans le groupe bupivacaïne PRP versus bupivacaïne, qui était noté à 8 semaines, mais surtout à 24 semaines, avec une différence significative. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand même, quand on voit en fait le groupe bupivacaïne, on a quand même une amélioration de 50% des patients sous anesthésique locale. Donc peut-être pourrait-on proposer aussi les anesthésiques locaux pour traiter des épicondylites qui résistent à une physiothérapie et au traitement de corticoïdes habituels, à part bien sûr les PRP. Exactement, aussi, bien sûr. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et bien sûr, ça c'était le gonflement en fait périarticulaire au niveau du coude avec une donc diminution en fait significative dans le groupe PRP, mais toujours aussi quand même un pourcentage à remarquer en fait dans le groupe bupivacaïne. Donc pourquoi pas ne pas utiliser aussi les anesthésiques locaux en péritendineux dans des tendinites qui sont rebelles. Donc là, on a parlé de la pathologie tendineuse. On a vu que les infiltrations d'anesthésique locale étaient d'efficacité variable, mais au moins la plupart des études parlent d'efficacité des anesthésiques locaux dans les pathologies tendineuses. Là, on va passer à l'arthrose.
d'accord, avec cet article de 2017, donc de la Société française d'anesthésie et réanimation, qui a conduit en fait un travail randomisé en double aveugle, avec 2 groupes de patients, donc 26 patients, c'était pas beaucoup de patients, donc 7 millilitres de lidocaïne en intra-articulaire versus 7 millilitres de sérum physiologique. Donc c'était de gonarthrose des stades entre 2, 3 et 4, avec une EVA douleur supérieure à 5, qui était résistante au traitement médical et à la physiothérapie. Et c'était 3 injections espacées de 1 semaine, quand même sous contrôle échographique. Donc on était sûr qu'on était en intra-articulaire, avec un critère primaire, l'EVA douleur, et puis le OMAC, douleur, gonflement et fonction. Donc, c'était les caractéristiques des 2 groupes. Donc, l'âge moyen était à peu près de 65 ans, avec un BMI quand même à 30. Et les patients, la majorité des patients avaient quand même reçu une pharmacothérapie et ou une physiothérapie. Et ce qui ressort, donc ça, c'est en fait à la baseline. Donc, après la première injection, 1 semaine après la première, 1 semaine après la deuxième et 3 mois après la 3e injection. Et ce qui ressort, c'est qu'il y avait une différence significative du groupe lidocaïne par rapport au groupe sérum physiologique, que ce soit par rapport à la baseline, mais bien sûr entre les 2 groupes à 3 semaines après la 3e injection. Donc, quand même, il y avait une efficacité de la lidocaïne à 3 mois sur le OMAC, donc ça c'était le OMAC douleur, mais aussi sur le OMAC fonctionnel. À 3 mois, il y avait un effet, en fait, une diminution significative en fait, de l'EVA douleur, une amélioration du OMAC fonction dans le groupe lidocaïne versus le groupe sérum physiologique. Là, c'est une autre étude en fait, qui a essayé toujours dans la gonarthrose, mais d'essayer une autre technique des anesthésiques locaux. Pas en intra-articulaire, mais plutôt en périarticulaire. Donc, c'était une étude prospective aussi randomisée. Donc, 2 groupes de patients. Un groupe acide hyaluronique, donc comme on le fait, donc 1 fois par semaine pendant 5 semaines quand même. Et puis, le deuxième groupe, c'était de l'acide hyaluronique, mais avec une injection en périarticulaire. C'était une périarticulaire, donc lidocaïne avec corticoïdes. Et l'injection, où est-ce qu'ils injectaient en périarticulaire? C'était essentiellement dans la partie la plus tuméfiée au niveau du genou. Donc, ils repéraient la partie la plus tuméfiée, la partie aussi où il y avait plus de douleur, et ils l'infiltraient en aveugle, lidocaïne plus corticoïdes, d'accord? Avec, bien sûr, l'acide hyaluronique en intra-articulaire. Donc, ça, c'était leur méthode. Et ce qui ressort, en fait, c'est que, bien sûr, donc quand on parle des groupes, là, c'est le groupe, en fait, injection périarticulaire, et là, c'est le groupe acide hyaluronique. Donc, EVA douleur et OMAC douleur. Donc, ce qui ressort, c'est que la petite différence qui ressort entre les 2 groupes, c'est essentiellement l'amélioration de la douleur entre 1 et 3 semaines. Donc, l'infiltration, en fait, périarticulaire améliorait juste la douleur pendant 3 semaines, et puis les 2 courbes se rejoignent après. Donc, en fait, ils se sont dit que l'injection périarticulaire pouvait soulager de façon temporaire et plutôt aider à faciliter la rééducation toujours post-infiltration, le temps que l'acide hyaluronique, bien sûr, fasse son effet, parce qu'on sait qu'il y a un délai retardé de l'efficacité de l'acide hyaluronique en tant que viscosupplémentation. Voilà, donc là, lidocaïne ou anesthésique locale en intra-articulaire dans l'arthrose et toujours lidocaïne en périarticulaire pour aider en fait les patients donc en attendant l'effet retardé de la viscosupplémentation. Donc toujours, là je passe à l'articulation de la hanche. Donc après avoir vu les pathologies tendineuses, les pathologies arthrosiques, donc là je vais juste passer rapidement pour vous dire que même les anesthésiques locaux au cours d'une arthroscopie, et dans ce cas-là dans une arthroscopie de hanche, pouvaient diminuer en fait le risque de bloc nerveux post-opératoire. Donc on va en parler. C'était une étude rétrospective qui a voulu comparer l'effet antalgique par le bloc nerveux versus infiltration de bupivacaïne. Donc ce qui se passe, c'est que lors d'une arthroscopie de hanche, il y avait des anesthésistes qui préconisaient les blocs nerveux. Mais on sait que les blocs nerveux, quand même, ne sont pas dénués d'effets secondaires. Essentiellement, c'est les lésions nerveuses, avec l'éparesthésie et même des lésions nerveuses qui étaient irréversibles. Et ils se sont dit, au lieu de faire un bloc nerveux, je mets l'anesthésique locale directement
au niveau de la hanche et je vois en post-opératoire, est-ce que mes patients ont recours à un bloc nerveux post-opératoire antalgique ou bien une consommation accrue d'opioïdes en post-opératoire. Et ce qui ressort, c'est que dans le groupe infiltration donc d'anesthésique locale, ce qui ressort, c'est que 33 n'avaient pas recours au bloc nerveux post-opératoire versus 22 avec une différence significative. Donc l'anesthésique locale pouvait être une alternative en intra-articulaire, donc dans une arthroscopie de hanche, un bloc nerveux qui était beaucoup plus traumatisant et qui était beaucoup plus suivi par des effets secondaires. Là, je reviens au cas clinique de ma patiente. C'est la revue systématique de la littérature dont je vous ai parlé. Donc, on a parlé des articulations périphériques. Là, on va parler du rachis. Donc, dans cette revue systématique de la littérature qui a essayé de voir tous les articles qui ont essayé toutes les infiltrations épidurales dans la lambeau sciatique par hernie discale ou bien par canal lombaire rétréci. Et ont essayé de voir, de comparer tous les traitements possibles. Et ce qui ressort, donc il y avait 39 articles en fait, qui étaient bien conduits, avec donc 11 infiltrations par le bloc Vuatus, transforaminal et interlaminaire. Et quand on voit, par exemple, donc, les infiltrations épidurales, hein, c'est des infiltrations épidurales de lidocaïne versus infiltration lidocaïne avec corticoïdes. Donc, on voit toutes les études, en fait, à part cette étude qui était en faveur de l'infiltration épidurale de lidocaïne, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Donc, infiltrer un corticoïde ou infiltrer un anesthésique local en épidurale, ça avait le même effet. Donc, ça, c'est pour la douleur à 3 mois. À 6 mois, en théorie, il n'y avait plus d'anesthésique locale et il n'y a plus, en fait, d'amélioration de douleur. Toujours la même chose, en fait. Il y a une seule étude qui a montré l'effet supérieur de la lidocaïne versus les corticoïdes, mais quand on prend le total, donc le losange touche le 0, donc il n'y a pas de différence significative. Toujours infiltration épidurale d'anesthésique locale versus infiltration anesthésique locale plus corticoïdes. Et même à 12 mois, donc à 12 mois, et là c'est l'impotence fonctionnelle en fait, toujours la même chose, des études qui étaient différentes, mais toujours au total, il n'y avait pas de différence significative entre groupe lidocaïne versus groupe corticoïde. Donc pour ma patiente, j'aurais pu aussi faire une infiltration épidurale de lidocaïne en attendant qu'elle me ramène l'hydrocortisone de la France. Donc c'était possible. Et puis en plus, la majorité des études montrent un effet à 3, à 6 mois et même à 12 mois d'amélioration en fait, des traitements. Oui. En fait, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de plaques. Et donc, j'ai mis juste la douleur. Et c'était, mais aussi l'impotence fonctionnelle à 12 mois. D'accord? Mais en fait, quand on voit, c'est 3, 6, 12 mois pour douleur et 3, 6, 12 mois pour impotence fonctionnelle. Et c'était les études qui avaient une bonne méthodologie. Hein. Ils ont gardé que les études de bonne méthodologie. C'était 1200 articles et ils n'ont retenu que 39. Donc c'était quand même, et là, ça ressort en fait. Ils disent exactement. Et en fait, ce n'est pas l'effet juste analgésique, en fait, parce que l'effet analgésique, comme on l'a vu, c'est juste quelques heures à quelques jours maximum, à quelques semaines. Mais là, apparemment, il y a aussi un effet retardé des anesthésiques locaux. Donc, pourquoi pas chez certains patients qui ont contre-indication où on ne le connaît pas encore. Ils peuvent pas, ils disent pas. Dans certains articles, ils disent que ça facilite la rééducation. Ça, c'est sûr, puisque c'est un effet analgésique initial. Mais exactement, tout à fait. Le même effet, c'est-à-dire il n'y a pas de différence ou peut-être, oui, peut-être, exactement. Oui, mais quand même, voilà, il y a beaucoup d'articles et c'est vrai que. Ouais, mais ça, c'est vrai, c'est pour le rachis.
vous avez vu que comparer l'anesthésique locale au sérum phi au cours de l'arthrose, il y avait une différence significative et qui était maintenue à 3 mois. Voilà, donc ce n'était pas aussi que l'effet placebo. Ouais. Voilà. Donc là, c'est les anesthésiques locaux. Donc, comme on l'a dit, pathologie tendineuse, pathologie articulaire, arthrose, et puis dans les pathologies rachidiennes, le rachis, le canal lombaire rétréci, et puis la lombo-sciatique. Donc, en fait, je vais juste dévier un peu des anesthésiques locaux, mais parce que j'ai trouvé 2 articles qui étaient intéressants pour nous en tant que rhumatologues en pratique courante. C'est les anesthésiques topiques. Donc, topique, c'est juste, en fait, donc, voilà, cutané, transcutané. Et la première étude, c'était de voir quelle était la meilleure analgésie chez les enfants avant une infiltration de corticoïdes. On sait très bien que pour un enfant, la ponction ou l'infiltration est quand même traumatisante, que ce soit pour l'enfant ou pour le parent. Et cette étude a essayé de voir quel était le type d'anesthésie locale qui était la plus efficace. Donc, ils ont pris en fait 163 patients, enfants, qui avaient soit une AGI, soit une maladie de Lyme, avec une arthrite donc chronique du genou. Et avant une infiltration intra-articulaire, ils ont divisé en 4 groupes. Soit c'était des topiques cutanés, donc l'EMLA donc en crème, soit la lidocaïne en iontophorétique, c'est-à-dire générée par un courant électrique, ou bien lidocaïne sous-cutanée. Et les paramètres, c'était le VA douleur, donc le visage, donc sur le visage, et puis la satisfaction parentale, parce que quand même c'est très important. Donc c'était EMLA avec xylocaïne sous-cutanée, donc lidocaïne qui était générée donc par un courant en fait électrique avec xylocaïne, et puis la iontophotothérapie phorétique toute seule. Donc le total des patients, c'était 63 patients, d'âge donc moyen entre 10 et 11 ans. Il y avait une prédominance féminine. La durée de la maladie était en moyenne d'1 an et demi à peu près. Et puis, les types, en fait, les étiologies de l'arthrite chronique du genou, c'était assez variable. C'était une AGI dans sa forme oligo-articulaire dans la plupart des cas. Alors, et les résultats donc ressortent. Tout d'abord, donc ça c'est le groupe EMLA ou lidocaïne généré par le courant électrique. Donc ça, c'est avant infiltration. Donc avant infiltration, le VA était à 0, donc il n'y avait pas de douleur, ou il y avait une douleur qui était très minime. Et puis après l'infiltration, bien sûr, la douleur augmentait. Donc ça, c'est dans le groupe EMLA et courant électrique. Dans le deuxième groupe, quand on utilisait la xylocaïne en sous-cutané avant l'infiltration, ce qu'on remarque, c'est qu'il y avait presque la même EVA douleur avant infiltration, après infiltration. Donc, ce qui ressort de cette étude, c'est le fait de donner en fait la xylocaïne en sous-cutané avant 15 minutes pour des enfants pour lesquels on prévoit une infiltration du genou, donc améliorer en fait la perception et puis le VA douleur de l'infiltration intra-articulaire de corticoïdes. Et voilà. Exactement. Et c'est efficace. C'est efficace. C'est efficace. C'est vrai que là, c'est le VA qui était post-infiltration. Il faut le préparer. Oui. Mais ça, c'est ce qui ressort. Et oui, pardon. Oui, normalement, oui. Mais ça, bon, en fait, c'est un geste qui est douloureux quand même. Hein. C'est un geste qui est douloureux en lui-même. Oui. Oui, mais le VA était testé au moment de l'infiltration, en fait. C'est au moment, tout à fait, au moment. On voyait le visage de l'enfant, donc ça, c'est le faciès pain, en fait. Là, bon, la satisfaction du parent, c'était après, mais au moment, oui, c'était au moment de l'infiltration, tout à fait. Exactement. Et on a vu que pour ceux qui avaient reçu de l'axilo sous-cutané, le VA était presque la même. Il n'y avait pas de différence significative avant et pendant. Oui, oui. Oui, exactement, bien sûr. Oui. C'est vrai, tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui.
Et en fait, et juste la différence en fait qui ressortait entre les deux groupes, c'est que chez les filles, c'est le groupe des filles en fait où il y avait une différence significative entre les deux groupes. Oui, non, non. En fait, chez l'enfant, en fait, chez le garçon, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. C'est-à-dire qu'on lui mettait de l'EMLA ou de la lidocaïne par courant électrique ou bien par xylosubcutané, il n'avait pas mal en fait au moment de l'infiltration. Mais chez les filles, en fait, on voyait cette différence avant, donc quand il y avait la xylosubcutané. Donc les filles étaient plus sensibles à la xylosubcutané par rapport aux garçons. Et la deuxième étude dont je voulais vous parler, qui utilisait aussi les anesthésiques topiques, c'est que quand même ces auteurs ont essayé, dans une étude en fait toujours randomisée dans le syndrome en fait d'impingement syndrome, ils ont essayé de voir les patchs de lidocaïne tétracaïne versus injection de corticoïdes. Donc c'est le Cinera en fait, c'est un patch qui associait deux anesthésiques locaux, lidocaïne, tétracaïne, avec un topical patch, c'est-à-dire que c'est un patch qui générait un peu de chaleur en fait locale. C'était toujours étude prospective randomisée, des adultes qui étaient suivis pour atteinte de l'épaule, le VA douleur était supérieur à 4/10. Les patients avaient soit une injection de corticoïdes ou bien un patch 2 fois par jour pendant 14 jours. Et ils étaient évalués J14, J28 et J42 et ils n'avaient pas le droit d'avoir des ANS en fait. Donc ça c'est le flowchart. Et ce qui ressort, donc toujours à la baseline, donc quand on voyait le VA douleur donc moyenne, donc à la baseline, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, c'était en moyenne à 6. Et puis après en fait le patch, il y avait une diminution de VA douleur dans les deux groupes qui était significative par rapport à la baseline, mais il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. D'accord ? Donc c'était significatif par rapport à la baseline, mais pas entre les deux groupes. Et le VA douleur la plus importante, d'accord, toujours idem. Donc pourquoi pas ne pas utiliser ce patch quand on a par exemple des contre-indications aux infiltrations de corticoïdes, par exemple les patients sous intrants ou bien les patients qui ont des allergies, mettre le patch pendant 14 jours. Et ils ont été évalués 42 jours, donc c'était à peu près un mois, 12 jours, un mois et demi. Non, mais c'est juste pour dire que lidocaïne, tétracaïne, exactement. Il faut cardie, voilà, 2 fois par jour. Oui, mais on ne sait pas en fait le recul. Et là, c'est vrai qu'on ne connaît pas le recul. Oui, mais voilà, ça c'est un patch qui a été étudié par une étude randomisée en double aveugle. Oui, on peut tester par ce qu'on a, exactement. Exactement. Il faut le garder minimum 6 heures. Tout à fait. Bien. Allez, pendant 14 jours. L'étude, c'était 14 jours et ils ont été évalués à 42 jours. Et bien sûr, tétracaïne. Avec ce qu'ils disent, une topical patch, c'est-à-dire qu'il y avait une sensation de chaleur, en fait. Voilà, c'est le Cinera. C'est commercialisé aux États-Unis. Exactement. Non, pas du tout. Non plus. Oui, mais ça, c'est une étude que je vous montre. Possibilité, de l'utiliser, pourquoi pas, chez des patients qui ont une contre-indication. Et bien sûr, ce qui ressort aussi, c'est que dans le groupe patch, il y avait plus de réactions cutanées. D'accord ? Voilà. Donc ça ressort quand même 2 patchs par jour pendant 14 jours quand même. Et bien sûr, il n'y a pas de groupe placebo. Il parle d'un probable mécanisme d'un passage transdermique qui pouvait rester donc au fil des jours. Voilà. Donc les autres indications que j'ai retrouvées, c'est les infiltrations d'anesthésique locale avant une réduction d'une luxation de l'épaule, donc pour l'action analgésique immédiate. Après une chirurgie prothétique d'un genou ou d'une hanche, et là les anesthésistes en fait mettent un cathé intra-articulaire avec une pompe qui délivre l'anesthésique locale pendant des heures en post-opératoire pour éviter en fait la douleur post-opératoire qui était importante. Et puis après des arthroscopies,
d'épaule et de genou. Donc, idem, les anesthésistes gardaient en fait ce cathé intra-articulaire. Et d'ailleurs, le problème qui s'est posé, c'est que après les arthroscopies, sont apparus des case reports qui parlaient de chondrotoxicité et de chondrolyse rapide épaule-genou après des cathéters intra-articulaires. Et beaucoup d'articles en parlaient, chondrotoxicité, anesthésiques locaux, sont-ils toxiques? Y a-t-il un impact clinique? Donc, ce qui ressort, il y avait une revue systématique de la littérature qui a essayé de voir tous les case reports, toutes les études, qui étaient intéressées à tous les anesthésiques en fait, et qui a essayé de voir aussi les études in vitro, in vivo et les case reports. C'était essentiellement l'épaule et le genou, parce qu'il y avait le plus d'arthroscopies qui ont été pratiquées. Il y avait 169 cas de chondrolyse dans le monde, avec 163 après injection continue via une pompe. Donc quand même, le fait d'infiltrer en intralocal les corticoïdes, il n'y avait que 6 cas par rapport aux infiltrations intra-articulaires d'anesthésique locale via une pompe. Donc l'âge moyen des patients, quand même, on est frappé, c'est 29 ans. C'est des patients qui sont jeunes, parce que l'arthroscopie était faite soit pour une acromioplastie ou une ligamentoplastie, donc c'était des patients jeunes. 83%, c'est une atteinte de l'épaule, et c'est surtout, donc, comme je l'ai dit, post-arthroscopie, lésion de la coiffe ou acromioplastie. Et in vitro, quand on mettait un anesthésique local en contact avec les chondrocytes humains, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait un changement de l'ADN mitochondrial avec une apoptose importante, un changement de la densité cellulaire, la prolifération des ténocytes qui diminuait, et ceci même après une seule injection d'anesthésique local. Il y avait cet effet-là. Voilà. Mais beaucoup plus après des perfusions de plusieurs heures. Et ce qui ressort, les points clés en fait de cette étude, c'est que les auteurs disent que la chondrolyse, c'est une complication qui est dévastatrice après des arthroscopies, surtout quand ça survient chez des sujets jeunes, que ce risque-là, il est surtout donc avec tous les anesthésiques, mais il est surtout après des infiltrations via une pompe intra-articulaire, que ce risque-là augmente avec la durée d'exposition et avec la dose d'anesthésique locale qu'on délivrait, et que potentiellement, il y avait une protection quand on a injecté aussi le sulfate de magnésium. D'ailleurs, ils proposent, les auteurs, une stratégie potentielle. Le sulfate de magnésium, qui était associé à l'anesthésique locale, pouvait augmenter la durée de l'analgésie, mais surtout, il y avait une viabilité cellulaire qui était plus élevée. Donc, ils proposent chez les patients, après une arthroscopie, d'associer aussi le sulfate de magnésium pour éviter en fait cette chondrolyse rapide qui est dévastatrice. Voilà, en conclusion, donc les anesthésiques locaux, il y a une large prescription, il y a une large revue de la littérature, que ce soit en pathologie tendineuse, articulaire ou rachidienne. Il n'y a pas de recommandations évidentes, c'est-à-dire que ça, c'est des revues, c'est des articles en fait et des case reports. Et puis, il n'y a pas de recommandations. Quand on voit les recommandations de la gonarthrose, on ne voit pas les anesthésiques locaux peuvent être utilisés. Ça, c'est la sauce, en fait, interne du rhumatologue. Comme j'ai dit, les précautions d'emploi, c'est essentiellement être sûr qu'on n'est pas en intravasculaire, parce que c'est le seul grand risque de toxicité. Et bien sûr, ne pas oublier la chondrotoxicité, qui se voit surtout via les pompes intra-articulaires, mais qui ont été vues après une seule infiltration d'anesthésique locale. Voilà, je vous remercie.